Avec les premiers frimas de l'hiver, chaque année, nous assistons au même ballet, la migration du gibier. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas tout à fait chasseuse, mais néanmoins c'est une réalité, le gibier fait partie de la gastronomie française et ce ne sont pas les premières planches d'Escoffier qui me démentiront. Que serait la cuisine sans le filet de cerf, sauce grand veneur, sans le lièvre à la royale, la daube de sanglier? Je vous le demande. Eh bien, c'est au gibier donc que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et au menu, nous aurons la gigue de cerf qui nous emmènera dans les Vosges, le pigeon au flambadou en Provence et la bécasse à la ficelle en Aquitaine. Moi, je pense que dans les années à venir, je vais arrêter la chasse à la bécasse, je n'irai que pour le plaisir et j'irai sans fusil. Ah, voilà. Avec un appareil photo alors, chasseur d'images. Complètement. Comme à chaque fois, nous retrouverons un chef spécialiste qui viendra à la fin de notre parcours nous livrer une recette traditionnelle qui va égayer vos tables du dimanche et ravir les familles et les copains. Vous comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et vous cassez. Alors ça peut être avec un marteau, ça peut être avec une louche. Alors reprenons, notre voyage en pleine saison du gibier sillonnera une grande partie du territoire. En Beauce, nous croiserons un collecteur qui travaille main dans la main avec des passionnés de la chasse. À Paris, nous cuisinerons avec un chef au cœur du bois de Boulogne dans un ancien pavillon de chasse. Nous traverserons les forêts du Morvan, rencontrerons en Côte d'Or un sonneur qui fabrique des trompes de chasse, cuisinerons à nouveau dans les Vosges, mais aussi du côté des dentelles de Montmirail. Assisterons à une chasse à courre en Sologne, terre des chasseurs. Mais pour le moment, c'est en Aquitaine, et plus précisément du côté de l'Entre-deux-Mers que débute notre découverte. Nous sommes à présent dans un endroit qui m'est cher, le Saint-Émilionnais, en Aquitaine. C'est ici aussi un territoire de gibier et donc de chasse. Et l'on apprécie surtout le gibier à plumes, particulièrement le canard sauvage. Je vous emmène découvrir une véritable tradition du Sud-Ouest, la tonne, une cabane de chasse où l'on passe de drôles de nuits. Mais avant que le jour ne tombe, je pars à la rencontre de Bernard, viticulteur et chasseur. Il élève ses canards, des appelants, qui vont attirer pour lui les canards sauvages. Bonjour Bernard. Bonjour Julie. C'est vous qui êtes le propriétaire de cette belle maison? Tout à fait, tout à fait. Oh là, vous Bord avez de de la rivière. chance, au bord de la rivière. Alors nous, on va chasser le canard? Voilà, donc je vais vous montrer mon petit bétail. Alors là, qu'est-ce que vous avez mis dans les puisettes? Voilà, un couple de sarcelles, c'est des mâles. Ils sont belles, hein? Enfin, Et ils sont ça, c'est beaux. des femelles. Ils ne sont pas mangés, ceux-là. Ce sont des appâts, en fait. Des appelants. Ah, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, vous le tenez là. Je le tiens par où pas? Mais je vais pas les faire mal? Non, non, mais vous inquiétez pas. Par les ailes, comme ça, là? C'est la première fois que je pêche des oiseaux, dites donc. Allez, puisette. Et c'est parti pour une chasse au gibier d'eau. Bernard me propose de découvrir cette étrange cabane, autrefois un simple tonneau de vin où l'on se cachait, d'où le nom de chasse à la tonne. En route. Bon, alors je monte de l'autre côté, hein. Ça y est, on est arrivé? Ça y est. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez chasser avec nous? Oui, on passe par-dessus, Hop, hop, partout. hop, Aïe, aïe, aïe. hop. Bonjour. Salut, bonjour. Vous de devez la vous joyeuse ennuyer la équipe. nuit dans la tonne, tous les Ah, quatre. s'ennuie pas. Quand je dis la nuit, en fait, c'est juste le soir, vous passez pas la nuit. Ah non, la nuit, on passe toute la nuit. Ah, la nuit, carrément. Jusqu'à 9h le matin. Allez. Première étape de cette chasse, mettre en place les appelants sur le plan d'eau. Et manque de chance, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Hop, 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 hop. Nickel, hein? Ça me va comme un gant. N'ayez pas peur si vous glissez un peu, mais les bottes vont vous tenir. D'accord. Ah oui, ouh là là, oui. Wouhou! J'ai l'impression de marcher sur du coton un peu. Donc, Je vais vous en passer allons-y. un et vous allez l'attacher. D'accord. Je le tiens, Ouais. l'épingle. Vous le passez comme ça là dans le petit. Ah, il y a un petit trou à la bague. Copier comme ça. D'accord. Voilà. En fait, le but c'est que ça s'ouvre Ça y est, pas. on y est. Voilà, le premier Ok. est attaché. Oh, mon petit loulou, mais vous allez le laisser là toute la nuit. Regardez, il veut Mais partir. c'est sa vie.
Et on en a combien à faire comme ça? Un bon paquet. Après une petite heure d'installation, le dispositif est en place. Les femelles séparées de leurs mâles vont chanter pour les appeler, attirant du même coup les canards sauvages, qui, espérons-le, passeront par là cette nuit. Enfin, pas trop nombreux non plus, j'espère. Il ne reste qu'à se cacher dans la tonne et à attendre. On va se réchauffer parce qu'il fait un froid de... Canard. Bon, eh bien voilà, c'est là, Julie, que nous habitons. Ah là, voilà cette cabane, Voilà. cette garçonnière. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ce sont les fenêtres? Alors, ça, c'est les visées qu'on les appelle. fenêtres de tir. Voilà, les visées. C'est à partir de ça que l'on regarde Ah oui. comment se comportent nos Ah bah, appelants dehors. il fait nuit. À l'intérieur, tout le confort d'un 2 pièces cuisine. Il faut dire que nos chasseurs passent plus de temps à discuter, à cuisiner et à attendre qu'à tirer les canards. D'ailleurs, tu es tellement bon que le pâté de sanglier... Il n'y a plus rien. Hein. Ah ben Il a voilà. été sifflé, le foie gras, il n'est pas loin non plus. Hein. Non, mais... Ça fait changer, ça fait un coup d'impôt. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Va jeter un œil. Je peux aller voir? Oui, Bah oui. Tu vas voir. Bouge tes oreilles. Ça Ah fait du bon? bruit, ouais, un petit peu. Oui, t'as tiré. Ouais, je croyais que je l'ai eu. La sarcelle, c'est une petite sarcelle. Ah, Bernard. Il l'a eu. Ah ouais. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens. Ça me fait toujours un peu de peine, mais enfin en même temps, je suis contente pour vous quand même. Hein. C'est un canard qui vient de très loin. Celle-ci est rouillée, celle-ci est passée par les sables. Voilà. Et ça Donc veut elle a dire qu'elle fait- vient de loin. Et un canard comme ça, mais 10 heures pour traverser la France. Eh ben, tout ça pour se Dans prendre le un coup de fusil. Mais non, si elle avait su, elle serait restée chez elle. Hein. Oui, mais faire un si long trajet. Moi, je pour vais leur finir dans écrire des l'assiette. cartes postales, je vais leur dire restez chez vous. Elle va faire honneur. Un confit plus tard, il est l'heure pour moi de rentrer et de laisser les copains à leur passe-temps. Aujourd'hui, la France compte un petit million de chasseurs possédant un permis de chasse. Au-delà des clivages que l'on connaît entre les pour et les anti, de toute façon on les mettra jamais d'accord, ça reste une tradition ancrée dans les terroirs français. C'est justement en Sologne, terre de chasse réputée pour la richesse de ses bois, que nous sommes allés au plus près des chasseurs, assister aux contrôles inopinés réalisés en situation par les responsables de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pierre et Martin sont présents à chaque ouverture de chasse et maintiennent quelques sorties régulières afin de vérifier les permis de chasse, environ 1500 à chaque saison. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de chasseurs, mais aussi de types de chasse. À tir, au petit ou au grand gibier, la chasse à courre, la fauconnerie, plus rare mais pratiquée aussi, la chasse à l'arc. Autant de règles à respecter que de chasse. Bonjour messieurs, police de l'environnement, nous allons procéder à un contrôle de permis de chasser s'il vous plaît. Oui. C'est des grandes feuilles comme chose. Je vous remercie. Alors là on vient de rencontrer donc 3 chasseurs qui étaient manifestement au petit gibier, donc petit gibier en forêt, donc bon ça va aller du lapin au lièvre, en passant par le faisan, la bécasse en hiver quand elles sont arrivées, mais aussi les pigeons. Chaque type de chasse est soumise à des quotas et périodes définies. Des règles variant d'une région à l'autre, mais visant le même objectif, maintenir un équilibre entre la forêt et l'agriculture, le chasseur régulant le gibier. Le rôle des agents de l'office, c'est un petit peu éviter les dérives, c'est un peu le rôle de garde-fou, on est un petit peu les sentinelles de la nature, mais dans l'intérêt de la chasse elle-même, pour que justement elle soit, c'est un petit peu le terme à la mode, pour qu'elle soit durable, qu'elle puisse se prolonger dans le temps, sans mettre en péril les espèces, quoi. Le gibier prélevé est ensuite marqué, un système qui repose sur la bonne foi de chaque chasseur. Il y a assez peu de délits en matière de chasse, si ce n'est les affaires de braconnage de nuit ou les destructions d'espèces protégées. Où là, on peut arriver dans le délictuel avec des peines d'emprisonnement et des amendes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Bonjour madame, ça va? Donc vous chassez aujourd'hui, si j'ai bien compris? Oui, on va chasser ici, là. Okay. Donc on va chasser le lapin. C'est un tout autre type de chasse que nous allons découvrir maintenant. Une chasse à courre. Particularité, aucune arme n'est utilisée et l'équipage du jour n'est pas à cheval, mais à pied. Alors bonjour tout le monde et merci de votre venue à cette petite chasse. On est là pour passer une bonne journée. L'essentiel c'est que les chiens chassent et que nous on prenne un bon bol d'air.
principe, c'est de suivre un animal par son odeur, qu'on appelle un sentiment, sans l'aide d'aucune arme. La vénerie, l'autre nom de la chasse à courre, est élevée au rang d'art cinégétique par les amateurs. Ce sont les chiens, des beagles pour cet équipage, qui chassent l'animal couru jusqu'à sa prise éventuelle, le rôle des chasseurs, les veneurs, étant de les servir. La vénerie reste une chasse assez ouverte, c'est d'ailleurs là que l'on retrouve le plus de femmes, comme l'illustre bien Chantal, notre chef d'équipage. Du fait qu'il n'y ait pas d'armes, c'est peut-être ça aussi qui fait que les femmes participent, c'est qu'on peut y amener nos enfants sans danger. Et beaucoup de veneurs sont des familles de veneurs. Vous voyez, moi là, il y a mon petit-fils, mais il y a ma fille. Enfin bon, on vient souvent en famille. Venez. On a une charte. On s'engage à respecter un certain nombre de règles, de traditions. On ne doit chasser qu'un seul animal. Nos chiens sont créancés. Alors nous, ils sont créancés sur lapin. C'est-à-dire que s'ils croisent un chevreuil ou un sanglier, ils ne doivent pas le chasser. Hein, c'est interdit, ils doivent chasser que le lapin, ce qui pour un chien n'est pas évident non plus, parce que la tentation est grande. Hein. C'est comme si on vous disait, vous mangez que des tartelettes aux cerises. Hein. Et les babas au rhum, pas question. Donc, de temps en temps, ça peut être tentant. Ah, oh, là, attention, là. Dans le creux, là. Il monte en plein. Donne-le. Allez, venez les chiens, venez. C'est bien, ma moumou, c'est bien. Et c'est en fanfare que le repas a lieu. Le lapin est offert aux chiens en guise de récompense lors de la curée, sorte de cérémonie qui suit la mise à mort de l'animal, alors que seulement 1 à 2 animaux sont prélevés par chasse. À la chasse. Merci. Hein? Une sortie en forêt qui se termine toujours de la même façon avec un pique-nique de chasseurs, un moment de convivialité, avant tout entre amis. Allez, maintenant il est temps de s'attaquer à la cuisine et c'est dans les Vosges que je vous propose de nous rendre, plus précisément dans le petit village de la Bresse. C'est encore à quelques heures de route et l'on annonce d'ailleurs de la neige là-bas. Bref, avec Micheline, on n'est pas rendu. J'ai rendez-vous avec Morissette, femme de chasseur, excellente cuisinière paraît-il, et donc forcément, elle va nous cuisiner du gibier. Le département des Vosges est l'un des plus boisés de France. Je crois que c'est d'ailleurs le 3e après les Landes et le Var. En tout cas, il y a ici une forêt de conifères et donc forcément une cuisine de gibier. Au menu, gigue de cerf, de jeune cerf, c'est le meilleur paraît-il. Dans un chalet de copains, je sens que ça va me plaire. Ma maison est jolie en hiver, sous la neige, ma maison est jolie quand revient le printemps, les saisons. On pourrait le cortège émouvant de chansons qu'elle dit dans le vent. Oula. Ma maison, C'est joli ce chalet. volets gris jardinés, vieille Bonjour Morissette. Bonjour Julie. Vous êtes déjà au travail? Bien sûr, je vous attendais. Ah bah c'est la fameuse gigue. C'est la fameuse gigue de jeune cerf. Et c'est votre mari qui l'a chassée, paraît-il. Bien sûr. Il adore la chasse? Et c'est sa maîtresse. Ah bon? Ah, c'est embêtant ça. En même temps, il vaut mieux ça qu'autre chose. Voilà. Et du coup, vous graissez la gigue de la maîtresse. C'est-à-dire que là, elle a été quelque peu marinée, mais Ouais. avec un peu d'huile, Oui, de la fine champagne d'accord. et puis des herbes. Et alors, dites-moi, là, vous avez des baies de genièvre? Alors, baie de genièvre, du poivre, ce qu'on appelle des 4 baies maintenant, Oui. du laurier. Et donc, c'est assez simple, finalement. On laisse un peu mariner et hop, on met au four. À Non, on quelle va mettre au four. température, alors? Alors là, j'ai mis le maximum. Au maximum. On dit en général qu'il faut un quart d'heure de cuisson par livre de viande, donc environ 2 heures pour cette belle gigue que nous viendrons arroser régulièrement et nourrir de beurre. Bon, Alors nous, qu'est-ce qu'on on fait va maintenant? préparer On prépare la sauce chasseur. D'accord. Sauce chasseur, qu'est-ce que c'est? Avec des champignons? Alors, les champignons vosgiens, Ça, c'est les champignons? chanterelles et trompette de la mort. Et je vais utiliser l'eau de cette réhydratation pour faire ma sauce. Ça, ce sont des champignons que vous avez cueillis vous-même? Mon époux, Toujours lui? toujours lui. Ah bah oui. Toujours pour la sauce chasseur, je m'occupe de la mirepoix de légumes avec une technique inédite. Mais je l'ai fait avec ça, moi.
D'accord, mais là j'ai déjà pelé. Oui, mais voilà, je fais comme ça. Bon, vous faites des tagliatelles de carottes. Voilà. Mais comme c'est étrange, on fait rien comme tout le monde dans les Vosges. Pas du tout. Très bien, c'est parti, c'est lancé. Des petits copeaux. Les petits copeaux. Allez hop. Quant à Morissette, elle fait rissoler dans de l'huile les os du collier et les morceaux de côte pour confectionner un fond de sauce. Les fines lamelles de carottes et navets sont fin prêtes. Nous les jetons dans la casserole avec le reste. Je vais mettre un petit peu de farine. Essayez une cuillère. Comme ça? Oui, et puis je vais le poudre. Bon, comme on est nombreux, on va peut-être quand même en mettre une autre. Ça, c'est pour créer une sorte de croûte autour de la viande et puis épaissir un peu la sauce. Voilà. Donc, on va la laisser rebrunir un petit peu. Ouais, donc là, vous allez avoir les fameux sucs qui vont donner du goût à la sauce. D'accord. Puis, nous ajoutons 10 centilitres de vin cuit, environ 20 centilitres de vin rouge, quelques baies de genièvre et mouillons avec l'eau de trempage des champignons. C'est au point, on va pouvoir filtrer. D'accord. Voilà. On va la remettre sur le feu pour la tenir au chaud, c'est ça? Il ne faut pas qu'elle se refroidisse. Je vais mettre les champignons. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les champignons. Parce que les champignons... On ne les fait pas sauter, on les met directement dans la sauce. Non, ils vont seulement cuire. J'y vais? Oui. Et on va peut-être arroser notre gigue. Je ne me laisse pas surprendre par la bête. Attendez. Eh, ça commence à être pas mal, hein? Ça sent bon. Vous savez, ce qui me plaît dans cette recette, c'est qu'on est vraiment au plus proche de la saveur de la viande. Attendez, hop là. C'est reparti. On va encore le laisser une petite heure et on vérifiera. Et ben, ça nous laisse le temps de mettre la table et pour moi de noter la recette dans mon petit carnet. Pour préparer une gigue de jeune cerf comme Morissette, il vous faudra déjà mettre la main sur une gigue raccourcie sans lacelle d'environ 4 kg, mais aussi 500 g de parure de gibier pour le fond, 12 feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe de baies de genièvre et une de mélange de 4 baies, 50 g de beurre. Pour la sauce qui réduira encore 20 à 30 minutes, 2 belles poignées de champignons, ici des chanterelles et des trompettes de la mort, 15 centilitres de cognac, 15 centilitres de madère, 20 centilitres de vin rouge, un demi-verre d'huile neutre, un oignon, 2 carottes, un navet et 2 cuillerées à soupe de farine. Et c'est avec les amis de Morissette et de son mari, amateur de gibier, que le repas de copains est lancé dans le chalet. Je vous précise qu'il y a 3 tranches. Il y a une tranche qui est nature, sans sauce. Au milieu, d'accord. Il y a une tranche qui est avec le jus de cuisson. Oui. Et il y a une tranche qui est avec la sauce chasseur. Vous allez manger chaque morceau, c'est un peu différent. Et c'est pourtant la même gigue. Je mets déjà. C'est très très bon. La viande est d'une tendreté extrêmement et sur le plan gustatif, est-ce que c'est une viande qui vous paraît forte? Vous n'avez pas l'impression de manger. C'est vrai que moi, moins je n'ai fort jamais, que le chevreuil. Pour être honnête, voilà, je n'ai jamais goûté de cerf. J'avais déjà goûté du chevreuil, mais en l'occurrence, je trouve que c'est presque moins fort que le chevreuil. C'est très très bon. Me voilà requinquée pour la suite de mon voyage à la découverte d'un métier très spécifique. On ne va pas aller à la chasse, mais s'intéresser au meilleur ami de l'homme dans cette pratique, le chien. Il existe dans certaines formes de chasse de véritables élevages où l'on entraîne les chiens pour qu'ils soient plus performants. Dans la vénerie, le piqueux est l'homme d'équipage qui s'occupe le plus souvent à plein temps de la meute au chenil et sert, comme on dit, les chiens à la chasse. Moi, c'est un monde que je découvre, hein. Je ne sais pas pour vous. C'est dans le Morvan que nous retrouvons Laurent Dubois dans son chenil avec sa meute constituée de 115 Français blancs et noirs adultes qui chassent exclusivement le cerf. Un équipage et une meute créés il y a plus de 90 ans par le grand-père actuel de l'employeur de Laurent. Pour les novices comme moi, redéfinissons le métier de piqueux. C'est avant tout élever des chiens et chasser. C'est aussi une connaissance des animaux que l'on chasse, une connaissance de la législation, une connaissance du territoire où l'on chasse. Je prépare une liste de chiens la veille de la chasse en fonction de ce qui s'est passé la chasse d'avant. On chasse en moyenne avec 60-65 chiens. Pour le moment, point de chasse, mais les entraînements quotidiens en forêt afin de faire courir et muscler les chiens. Ils doivent être endurants. C'est des athlètes de haut niveau, on va dire.
On utilise le coupe, qui est un vieil outil de vénerie. On est, je pense, un des seuls, voire peut-être le seul équipage à l'utiliser encore. On s'en servait donc pour coupler les chiens 2 par 2, pour les emmener à la chasse. Et on s'en sert aussi pour dresser donc les jeunes chiens à intégrer la meute. On les couple avec un vieux chien, un chien d'âge. Un dressage qui ne prend que quelques semaines. Il leur faudra par contre 2 à 3 ans pour être performants à la chasse. C'est parti pour l'entraînement et pour donner le rythme, Laurent monte à cheval. Oui. Oui. Non. Et. On fait grosso modo entre 10 et 25-30 km pour la dernière sortie en fin d'été avant la chasse. On augmente petit à petit les distances. On part grosso modo 3h30, 4h les dernières sorties, quoi. Forestier, forestier, hein, forestier, Gascon, Gascon. Forestier, Gascon. Allez, Gascon. Une fois par jour, le grand repas de la meute est donné. Les chiens sont triés par gabarit pour ne pas se faire voler leur ration. Ah, c'est du canard aujourd'hui. Sop, 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 sop. On va leur souhaiter ensuite une bonne nuit. Notre incursion dans ce monde très codifié, dans lequel l'animal est roi, touche à sa fin. Et c'est à bord de Micheline que je vous embarque pour la suite de notre voyage. Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers. C'est en Provence que l'on se retrouve en direction du joli village de Sarian. Le gibier d'élevage est une des spécialités de notre prochaine cuisinière, puisqu'il est un plat qu'elle cuisine comme personne, le pigeon rôti. Eliane est productrice de figues, mais elle élève aussi ses pigeons pour sa consommation personnelle. La recette a l'air plutôt simple, mais vous le verrez, c'est souvent dans le tour de main que se cache le secret d'un bon petit plat. Cela dit, en Provence, on aime la viande rôtie et il est de tradition de faire rôtir les volailles sur la flamme. Eliane est aidée de son fils pour la cuisine et elle a, paraît-il, une technique bien à elle. Allez, c'est parti pour un pigeon au flambadou, hein! Bon, en plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Puis on va plus loin, ça y est, voilà le bon coin. C'est par là que les sangliers... Bonjour Eliane. Bonjour Julie. C'est gentil de m'accueillir. C'est du côté de la cuisine d'été que nous allons retrouver les pigeons déjà plumés et qu'Eliane commence à nourrir à sa façon. Comme ça. Donc on met du lard des deux côtés. Moi, je mets des deux côtés. Pour que ça se diffuse dans la chair. Ah oui. Et après, vous le ficelez. Après. Je vais faire comme ça. Je lui attache les pattes. Il faut bien que je l'attache serré parce que après, pour le mettre à la broche. Et à la fin, vous faites un petit nœud. Ouh là là, vous avez la technique, hein. J'en fais 3. Vous ne seriez pas une fille d'éleveur de volaille, vous? Il y a quelque chose, hein? Eh oui. Alors, on va faire ça. On va essayer. Donc, les petites patounes. Comme ça. Donc là. Il faut que ça tienne, hein? Eh oui, c'est sûr, il ne faut pas qu'il tombe. Ouh là là. Hop, donc là, on fait un bon petit nœud. Voilà. Comme ça. Comme ça. D'accord. Que le lard tienne bien avec les ailes. Hein? Avec les ailes dedans. Voilà. Un petit paquet cadeau, quoi. Voilà. Parce que dedans, je mets du poivre et des graines de genièvre. À l'intérieur? Des baies de genièvre. Des baies de genièvre, c'est tout. Pour parfumer. Pour l'étape suivante, c'est au tour du fils d'Eliane, Jean-François, d'entrer en scène avec son invention maison, un tourne-broche électrique. Que vous avez fait? Vous avez bricolé vous-même? Ouais. Ah oui, dis donc. Ah, en plus, ça, vous les pour faites... éviter qu'ils tournent. En fait. C'est pour les maintenir, d'accord. Bien le tout. Il y a de l'idée. Là, on emboîte. Hop. Alors, il faut qu'il soit proche du feu, pas trop proche? Non, au début, Faut les saisir un peu quand même. Ben justement,
C'est ce qu'il ne faut pas faire en fait. Ah bon? Alors là, pas trop près du feu au début, c'est ça? Pas trop près parce qu'en fait, si on le met trop près, justement, ça saisit la viande. Ah, c'est ce qu'on veut pas. Et après, on aura beau le mettre 2 heures ou 3 heures. Ça sera sec et pas cuit au milieu. C'est une bonne information. Eliane rapporte des tartines beurrées qui vont récupérer le jus de cuisson des pigeons. Ah oui, alors vous, quand vous faites des tartines, c'est pas des demi-tartines, hein? C'est des tartines. Ouh, mais dis donc, c'est des tartines de gargantua, ça. Magnifique. Et donc elles sont juste beurrées, c'est ça? Ou elles sont aillées aussi? Ah non, non, non. Nous laissons ainsi rôtir nos oiseaux durant 3h30. Pour réaliser des pigeons au flambadou comme Eliane et Jean-François, nous aurons besoin de 4 pigeons plumés et vidés, 8 barres de lard blanc et 100 g coupés en dés, 12 baies de genièvre et 4 belles tranches de pain. Le soleil s'est couché et l'appétit est au rendez-vous. Il est temps que le nom de la recette prenne tout son sens. Donc là, on va couper un bout de lard pour mettre dans le flambadou. Et le flambadou, c'est voilà, ça, hein, la tige? C'est ça, ouais. C'est pour les arroser de gras, finalement. Voilà, donc en fait, quand je vais mettre ça dedans, les gouttes de lard vont pénétrer comme dans le... Comme un capucin, en fait, voilà. un peu. On va le prendre. Voilà, là, il est bien rouge. Alors, en fait, c'est conique, hein, c'est ça? Voilà, c'est conique. On tape un peu. Ouais, oula, oui. Voilà, il vaut mieux pas se le mettre sur la joue, celui-là. Hop, là, on l'allume. Et pourquoi tu le mets dans le feu, pas directement voilà. sur les pigeons? Voilà, ah, là, il faut l'allumer. Voilà, voilà. Et pourquoi tu veux enflammer les graisses? Il paraît que c'est pas très bon d'enflammer les graisses, non? Non, mais là, c'est... Voilà, vous voyez, regardez comme ça pénètre dans le... Ah, en fait, ça achève leur cuisson, finalement, voilà, c'est ça? Là, c'est les finir. Ah, c'est spectaculaire. C'est chaud, hein? Voilà. Ouais, t'as de la résistance thermique, toi, hein? Ah. L'heure du dressage est arrivée. Les pigeons sont coupés en deux et Eliane a justement une technique bien à elle. C'est à l'aide d'un sécateur à volaille qu'elle opère. Qu'est-ce que ça sent bon, ça? C'est vrai que ça sent bon. On y met un petit peu de lard dessus, un tout petit bout de lard dessus. Ouais. Et à table. Très joli. Ah, tu l'avais repéré, hein? Ouais. Tiens, je t'en prie. Toi, Jean-François, t'es d'accord avec moi, hein? C'est avec les doigts quand même que c'est meilleur. Avec un petit bout de... Le chasseur, il va pas me dire le contraire. C'est sûr. Ah ouais, on voit vraiment, la chair est complètement confite. Elle n'est pas du tout sèche, c'est ça qui est fou. Ah non, c'est parce moelleux. qu'elle a été bien nourrie et arrosée. Mais tu vois, tous les pigeons que j'avais goûtés, c'était toujours un peu rose à l'arête. Et là, je le découvre quand il est vraiment bien cuit. Oui. Et finalement, je me rends compte que je crois que je préfère même ça. Alors, il a moins ce côté gibier. Tu vois, parce qu'étant plus cuit, il a moins le côté faisandé. Oui. Mais c'est très très bon parce que ça a plus de saveur. Ah, c'est un régal. Et on va peut-être trinquer, hein. Merci de m'avoir offert ce beau repas. Une cuisson à reproduire et pour les moins aguerris, une bonne façon d'atténuer le côté un peu giboyeux de la viande. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, je reprends la route. Et d'ailleurs, ce flambadou m'a fait penser qu'il existe un certain nombre d'artisans d'excellence qui travaillent autour des produits de la chasse. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire le tour des armureries françaises. Moi, je pense plutôt à la trompe de chasse. Je crois qu'il existe plus que 7 fabricants en France. Ou encore à la taxidermie. Mais pour le moment, parlons musique. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Pierre de Surel, facteur de trompe en Côte d'Or. Un instrument qui n'est pas exclusivement réservé aux chasseurs. Chez les sonneurs, vous avez des sonneurs un peu musiciens qui aiment la partie de sonner à plusieurs, en groupe, dans les églises. Et puis vous avez aussi, bien sûr, des chasseurs à tir et des veneurs, puisque l'instrument, la trompe est quand même l'instrument des veneurs pour la chasse à courre. Donc on voit des chasseurs et des non-chasseurs. Je fabrique environ 15 trompes par an. J'assure aussi beaucoup de réparations. Ceux qui font ça de façon mécanisée peuvent fabriquer jusqu'à 800 voire 1000 trompes par an. Quand vous achetez une bronze, c'est un instrument pour votre vie.
Au Moyen-Âge et même sous l'Antiquité, on avait des cornes. C'était des petites trompes un petit peu cintrées qui permettaient de faire une ou deux notes. Donc le langage était excessivement simple. Mais sous le règne de Louis XIV, vers 1680, on a allongé l'instrument, ce qui a permis de faire 7 ou 8 notes. Et dès cette époque, on commence de composer des fanfares de circonstances pour tous les moments de la chasse. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, la trompe d'Orléans, elle nous vient de 1818 à peu près, beaucoup plus pratique, ce qui a permis de la prendre en bandoulière et de l'emmener à cheval. Environ 70 heures sont requises pour fabriquer chaque instrument en bronze martelé, un matériau plus résistant. Pierre est d'ailleurs le seul à le travailler, alors que les trompes sont généralement faites en laiton. Chacun des morceaux est ensuite assemblé, puis soudé et enfin martelé. Au total, 10 heures de petits coups de marteau pour polir l'instrument. Je pense être un des derniers à prendre tant de temps. Aujourd'hui, les pavillons ne sont pas finis de cette façon. Et c'est un travail qu'on a hérité des chaudronniers faiseurs d'instruments du XVIIIe siècle qui procédaient ainsi pour terminer leurs pavillons. L'instrument terminé, il ne reste plus qu'à le tester. Chaque note passe très bien. La trompe est puissante, je n'ai pas de mal pour la sonner. Le timbre est typique du bronze, avec beaucoup de brillance, beaucoup de richesse, des harmoniques. Tout va bien pour cette trompe. Changement d'univers, comme je vous le disais plus tôt, nous avons également tenu à vous faire rencontrer un taxidermiste, un artisanat très particulier, que l'on ne peut faire que lorsqu'on est passionné. C'est dans l'Aube que nous nous rendons chez Vincent Cousin, plusieurs fois primé, alors qu'il offre une seconde vie aux animaux. En fait, on fait juste imiter la nature, ça s'arrête là. Vincent est le seul MOF, meilleur ouvrier de France dans sa discipline depuis 2007. Une véritable consécration pour celui qui se revendique sculpteur avant d'être taxidermiste. Alors qu'ils étaient environ 500 en 1990, ils ne sont plus que 280 en France aujourd'hui à naturaliser ainsi les animaux. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Alors, le chasseur amène le trophée qu'il a prélevé dans la nature. Donc il a été dépecé tout simplement et à partir de là, nous on intervient. C'est-à-dire que nous retirons la peau, nous gardons la cape, ce qu'on appelle la cape pour des animaux à trophée. Le crâne est échaudé, c'est-à-dire qu'on a retiré les chairs. Alors après le crâne il sera bouilli, lavé, blanchi pour vraiment qu'il soit désinfecté totalement. La peau entre-temps elle sera envoyée en tannerie. On refait une forme de l'animal. C'est une coque avec séparation qui permet de démouler la mousse qu'on va couler par l'arrière. Ça vous donne une forme qui est revenue là, tout simplement. Nous allons remettre le crâne par-dessus pour pouvoir en fait remettre la peau, tout simplement. Et à partir de là, il faut vraiment respecter et redonner une apparence de vie. Après le modelage, on va appliquer des peintures, ce qu'on appelle les finitions, c'est-à-dire autour des yeux, le nez, la bouche, etc. Donc le pelage sera aussi relustré. Puis après, il sera mis sur un écusson et tout simplement le client reviendra le chercher. Il faut compter en moyenne 200 à 5 000 € pour immortaliser un animal, un véritable trophée pour les chasseurs. Je reprends le volant, direction l'Aquitaine, pour rejoindre le bassin d'Arcachon, une petite mer au beau milieu de la forêt. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. En 1850, il n'y avait pas de forêt. En réalité, la forêt des Landes est une forêt qu'on pourrait appeler artificielle, puisqu'elle a été entièrement plantée à l'initiative de Napoléon III. Au départ, c'était des terrains marécageux qui étaient inexploitables, inconstructibles. La forêt a apporté de la vie, les gens se sont installés, on a eu du bois pour construire les maisons, la région s'est enrichie et également, ça a permis au tourisme de se développer évidemment. Alors cette forêt regorge aussi d'animaux et c'est un endroit très apprécié pour les chasseurs. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec l'un d'eux, Joël, dans sa cabane pour une recette très ancienne et très locale, la bécasse à la ficelle. Âme sensible s'abstenir. Ah, dis donc, quel endroit! Ah, n'est-ce pas? Le paradis. Croire un décor de film. Oui, tout à fait. Bonjour, Julie.
C'est génial cet endroit. Et alors cette cabane, elle t'appartient? Alors nous sommes une amicale de copains. J'ai le petit privilège d'avoir cet endroit à moi, dans les 1000 hectares sur lesquels nous sommes les 22 amis. 22 amis, voilà. C'est ça, qui se partagent les 1000 hectares. Les 1000 hectares, voilà. Vous êtes peinards, mais vous louez, vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaire. L'autre nom de la bécasse, c'est la reine des bois. Ouais. Tout d'abord parce que bon, c'est un oiseau magnifique et qui demande du respect. Tous les chasseurs de bécasse, et on s'en maintient là, c'est là où il n'y a pas d'abus, parce qu'on respecte cet oiseau. Ah oui, c'est vrai que ça paraît paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas du sérail, que tu aies visiblement autant d'intérêt pour l'animal et autant de respect alors que vous les tuez. Moi, je pense que dans les années à venir, je vais arrêter la chasse à la bécasse, je n'irai que pour le plaisir et j'irai sans fusil. Ah, avec un appareil photo, alors, chasseur d'images. Complètement. C'est vrai, parce que plus tu chasses, plus tu aimes l'animal, finalement, c'est ça? Oui, et puis quand on voit un bel oiseau comme ça, on se dit, voilà, c'est dommage d'abattre un tel animal. Mais tu le fais aussi, quoi, par tradition? La tradition, les amis qui, qui attendent la bécasse. Évidemment, quand on les travaille donc à la cheminée, c'est un vrai régal, c'est une rencontre avec les gens. Autrefois, ils laissaient faisander ce gibier. C'est-à-dire que tu pendais la bécasse à la poutre. Je connais ça. Et quand le corps se détachait de la tête, il était soi-disant bon à manger. Absolument, tu as été bien renseigné. Mais c'est fort, hein. Alors voilà. Alors aujourd'hui, moi, mes bécasses, elles passent 2-3 jours de chambre froide, de frigo. D'accord. Et après, je les bloque donc, pour les manger relativement frais. Alors, en revanche, petite précision, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment comme moi, comme nous, le gibier, on ne peut pas la trouver ni chez les volaillers, ni dans les restaurants. Absolument pas. C'est interdit, absolument interdit à la vente, même en restauration. Pour éviter qu'on en fasse commerce et que donc, on les tire trop, quoi, au-delà des quotas. Oui, moi, si tu veux, j'offre une bécasse. On ne vend pas une bécasse, ça s'offre. Oui, bien sûr. Mais c'est un cadeau exceptionnel. C'est un cadeau royal. Voilà. Merci, Joël. Joël commence sa recette par la cuisson des oiseaux. Les bécasses rôtissent à la verticale, devant la flamme. C'est vraiment une recette, comment dire, primitive. Hein. Ah, complètement. Parce qu'on pouvait la faire de la même façon il y a 1000 ans ou 2000 ans. Quand ma grand-mère mettait les bécasses à la cheminée, parce qu'il y avait la cheminée, il n'y avait pas d'autre chauffage. Sûr. Et donc là, elle va cuire... Gentiment. Voilà, il va falloir une bonne trentaine de minutes, suivant les braises que tu as fait. 30 minutes durant lesquelles on s'octroie une petite pause en prenant un peu de hauteur. Allez, voilà. C'est parti. À 16 mètres du sol, à la cime des pins, ce pylône sert à chasser non pas les bécasses qui vivent au sol, mais les grives. Tout va bien? T'es aussi perché que les oiseaux, toi, là-dedans. N'est-ce pas? Tout va bien. Voilà. Wouhou! Voilà. La grive rase les arbres et c'est quand elle arrive là qu'on la tire au fusil. Donc là, t'es planqué pour ça? Voilà, je suis planqué. Camouflage? Et puis j'attends dès qu'elles arrivent. D'accord. Voilà. Et tu restes combien de temps là-dedans? Alors tout dépend des passages. Je peux rester 3 heures de temps. Ah, quand même? Voilà, parce que les grives ne passent pas tous les jours. D'accord. Il y a des jours où tu es là en haut, tu attends et tu ne vois rien. Retour au sol où nos bécasses continuent de tourner. Avec Joël, nous nous lançons dans la préparation d'un fond de sauce, des carottes, de l'oignon, du céleri branche et quelques échalotes qui reviennent dans de la graisse de canard. Mais aussi quelques cèpes pour la garniture cette fois-ci. On va s'occuper de récupérer les entrailles et de les lever. Regarde comme c'est beau. Attends, je remue ça parce que heureusement que tu es là finalement, Julie, tu vois. Tu n'attendais que moi dans ta cabane. La seule personne féminine qui vient cuisiner à la cabane. Oui, c'est une planque en fait, c'est ta garçonnière. Voilà un petit peu, on va dire. Et ta femme, elle te croit quand tu lui dis que tu vas dans ta cabane tout à fait. chasser la bécasse parce que ça peut les prêter à confusion quand même. Oui, mais il y a quand même des moments où je l'invite et on passe de bons moments. On relève ici le petit blanc. On lève ensuite les filets et les cuisses des bécasses avant de récupérer les abats. On récupère donc le reste des entrailles. Tu vois, je hache complètement mes abats. Les abats. La tête, justement. Voilà. Oh, non mais c'est pas possible. Voilà. Ça c'est super bon, la petite cervelle, là, regarde. Et moi, Julie, les légumes au fait, c'est moi qui les tourne ou bien? Oui, les légumes. Non mais je suis un peu, tu sais, ça me perturbe là quand même ce que tu fais. Pour son fond, Joël ajoutera à ses légumes les carcasses et un peu de crème avant de passer le tout au chinois. Quant aux abats, qui vont donner un peu plus de matière et de goût, nous les accompagnons d'un morceau de foie gras, d'une persillade et d'un trait d'armagnac avant de cuire le tout à feu vif. Alors nous voilà partis donc, Julie, sur les petites tartines, donc. Je m'en occupe. Notre fameux rôti. Sur ton rôti, je pose un premier blanc, le deuxième. C'est bon, il y en a assez, non mais pas trop. Ouais, que ça fasse, qu'on voit la sauce autour. Léger. Je vais mettre mes petites cuisses. Alors maintenant, Julie, on va mettre le feu à la cabane. Ok, salut Joël. Voilà, au revoir Julie.
Et voilà, nous allons former la bécasse. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et la cuisine des bois a bien changé, hein. Le final, Julie. Voilà, la petite sauce qui va aller là-dessus. Et voilà. Eh ben, là, tu m'as bluffé, hein. Pour les bécasses à la ficelle de Joël, il vous faudra vous procurer 2 bécasses chez des amis chasseurs. Et pour le fond de sauce, une carotte, du céleri branche, un oignon, une échalote, un bouquet garni, 20 centilitres de crème fraîche liquide, 100 g de foie gras, 10 centilitres d'armagnac, du pain de campagne, de l'ail et du persil, sans oublier quelques cèpes. Je vais te faire découvrir un sauterne sur de la bécasse. En même temps, il y a du foie gras dans la recette, donc pourquoi pas. Mais tu vas voir que le côté de douceur de sauce qui a été terminé de la crème ramène à aller sur un sauterne. Je te souhaite bon appétit. Eh ben écoute, moi aussi, et surtout je te remercie parce que tu m'as vraiment offert un repas de roi. Et en plus, j'ai pas eu à tuer la bécasse, donc tout va bien. Voilà. C'est vraiment bon. Et surtout, ta cuisson est parfaite. Parce que c'est vrai que c'est une chair qui a quand même vraiment du goût. Sur le petit cèpe de Bordeaux, quand même, on est bien aussi. Hein. La forêt regorge des mystères et des secrets gastronomiques. Une dégustation de haute volée, même si je dois l'avouer, la préparation des bécasses pouvait rebuter de prime abord. Alors vous l'aurez compris, la bécasse ne se trouve pas dans le commerce. Et cela m'a justement donné envie d'en apprendre un peu plus sur la filière du gibier. On ne le sait pas forcément, mais le petit gibier de chasse n'est pas toujours sauvage. Les faisans, perdrix et autres bêtes à plumes sont de moins en moins nombreux dans nos forêts. Et certains éleveurs assurent du coup le repeuplement du territoire, on pourrait dire. Alors rassurez-vous, tout ça est bien encadré, et notamment en termes d'alimentation et d'espace pour ces animaux qui retourneront vivre en pleine nature avant l'âge adulte. De la forêt au volailler, nous avons remonté la filière gibier. Je suis justement allée à la rencontre d'un couple d'éleveurs de faisans, Thierry et Carole Charlot, installés dans la Nièvre. Lorsque mes parents ont commencé dans les années 60, c'était le balbutiement, le prémisse de l'élevage de gibier. Et en fait, ces gens-là ont tout inventé. Et nous, on leur doit ça parce qu'en fait, les techniques, c'est eux qui les ont créées. Leurs volières sont au grand air, dans un environnement végétalisé dans lequel évoluent les volatiles avant d'être relâchés au bout de 20 semaines. Nous élevons du gibier pour le repeuplement des territoires de chasse. Dans les volières, nous utilisons de la topinambour qui va leur permettre de pouvoir se cacher, s'habituer à se cacher. Et comme ça, quand ils seront lâchés dans un milieu naturel, ils pourront tout aussi bien se cacher, auront un instinct sauvage pour pouvoir se défendre. Le gibier d'élevage de qualité, une fois acheté, est relâché dans la nature par les chasseurs, ce qui leur rend souvent la tâche ardue pour le distinguer du gibier sauvage. D'autant plus qu'il n'est plus nécessaire de baguer les oiseaux à l'exception du canard. C'est peut-être au niveau du palais que la différence se fait plus tard. Il faut se dire que sur tout le gibier qui peut être lâché, il y a à peu près 40% de faisans prélevés. S'il n'y avait pas eu d'élevage de gibier depuis les années 60, il est fort possible qu'il n'y ait plus de gibier, de petits gibiers en France. Et donc là, ils vont aller en caisse. Et lorsque l'on parle prélèvement, sachez que tout n'est pas forcément dégusté dans la foulée par les chasseurs. Il existe des collecteurs qui viennent racheter une partie du gibier prélevé. C'est le cas notamment à 2 heures d'ici, en pleine Beauce, où nous avons rencontré sur la place du village Emmanuel Marie. Un beau lièvre. Dans un délai de 24 heures après avoir été tiré, le gibier est scrupuleusement sélectionné par Emmanuel afin de le revendre ensuite chez les grossistes. De bon matin, les habitués sont au rendez-vous. On sillonne toute la Sologne, on va dans tous les départements du Tour, tout autour. On fait que du ramassage, c'est notre spécialité. Par contre, les produits, il faut qu'ils soient frais, d'accord, de qualité. Si ça ne va pas, les gens repartent avec. On ne prend pas de risque, jamais. Un pigeon. Ça fait 4 générations qu'on fait ça. J'espère qu'il y aura une 5e. Chez nous, la chasse, c'est une passion. Pas d'aller tirer, non, je ne suis pas chasseur. 13,66, 2 petits. Merci bien. Ça marche, merci, au revoir.
La collecte terminée, direction l'atelier pour effectuer le tri des bêtes. Celles qui seront vendues à la découpe et celles qui seront vendues en pot. C'est fini où le temps, les gens ils mangeaient le lièvre faisandé, le gibier faisandé. Ça sentait fort, c'était fort à manger. C'est terminé ça. Maintenant, on mange le gibier frais. Tout est ensuite stocké en chambre froide, la chaîne du froid ne devant pas être rompue. On va faire partir beaucoup sur Rungis, déjà. On a 3 gros clients sur Rungis, un petit peu sur la Belgique, quand même, un petit peu la Suisse. Mais nos plus gros clients, ça reste quand même la France. Lièvre, sanglier, biche, chevreuil. On est très très gros consommateurs de gibier. On fait de la vente directe en même temps, de l'ouverture de la chasse début septembre jusqu'au 31 mars. Emmanuel, considéré comme le plus gros marchand d'Île-de-France, achemine ensuite ses marchandises vers les grossistes, les distributeurs et quelques bouchers, qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreux à proposer du gibier. La clientèle aurait-elle perdu le coup de main ? Alors vous le savez maintenant, si vous êtes amateur de gibier mais que vous ne chassez pas, aucun problème grâce à cette filière bien organisée. Il est temps de rejoindre notre chef, Frédéric Robert, spécialiste du gibier. Bon, tout le monde n'est pas forcément amateur de cette cuisine, mais à mon avis, il faut s'y essayer, ne serait-ce qu'une fois. Parce que franchement, un bon pigeon, une viande un peu faisandée ou un lièvre à la royale, tant qu'à faire, eh ben, quand c'est bien fait, c'est quand même extraordinaire. C'est une vraie expérience. Il officie au restaurant gastronomique La Grande Cascade dans le Bois de Boulogne depuis 9 ans, un ancien relais de chasse de Napoléon III reconverti en restaurant depuis 1900. Et lorsque je lui ai parlé de lièvre, voici ce qu'il m'a proposé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que j'affectionne particulièrement. C'est un râpe de lièvre de Beauce, frotté au cacao, cuit dans l'argile, qui va permettre de cuire la viande tout doucement et surtout uniformément. Donc la première chose que nous allons préparer pour cette recette, c'est la sauce. Une sauce gibier assez élaborée avec des oignons, du céleri, des poireaux émincés et pour en relever le goût, de l'ail, du thym, de l'huile d'olive, du vin rouge et du vinaigre de Xérès. Mais pour débuter, il faut faire colorer dans un sautoir des parures de lièvre que Frédéric avait mis de côté. Plus on donne une coloration à une viande ou une volaille, plus on obtient une sauce foncée. Une fois que les sucs ont bien accroché le fond de la casserole, le chef ajoute sa garniture aromatique et laisse à nouveau colorer doucement pendant 10 petites minutes. Un petit peu de thym. Donc j'augmente un petit peu le feu. Et là, je vais déglacer avec mon vinaigre. Vinaigre de Xérès, ce qui va donner un petit goût acidulé à la sauce. Et puis ce petit goût un peu pointu que les amateurs de gibier aiment bien. On entend bien chanter là. Et là, je vais mouiller avec mon vin rouge à hauteur. Dès que la sauce bout, il faut la flamber. L'objectif, faire partir tout l'alcool de la sauce pour ne garder que les arômes. Et ça, c'est très important, parce que toute l'acidité du vin va partir, il va s'arrêter tout seul. Le feu est réduit pour laisser cuire encore 1h30. Elle sera filtrée plus tard, puis à nouveau réduite de moitié sur le feu. Le temps de s'attaquer au râble. Donc le râpe de lièvre, il a été, comment dire, il a été ce qu'on appelle dénervé, c'est-à-dire qu'on a enlevé cette petite pellicule nerveuse. Donc je vais l'assaisonner en sel et je vais lui donner une coloration très rapide, à la poêle. Le principe, laisser se former une petite croûte, mais c'est au four, dans une croûte d'argile cette fois-ci, qu'il cuira, enrobé de poudre de cacao. Donc j'en mets quand même un petit peu. Hein. Donc voilà mon argile, donc ça on peut se le procurer dans les magasins de travaux manuels, on peut se le procurer chez les fleuristes, il suffit de le commander. C'est tout simplement de la terre. Hein. Vous la baissez entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc il faut obtenir une épaisseur de 2-3 mm. Il en faudra 2, celle du dessus devant être plus grande. Reste alors à emprisonner le râble dans l'argile, enveloppé dans du papier sulfurisé pour le protéger. Une petite décoration, ça ne change pas grand-chose si on ne le fait pas. Et c'est parti pour la cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés. Et voilà, et c'est parti pour 10 minutes. Et maintenant, place à la garniture. Une bonne cuillère de mascarpone fondu dans une casserole pour enrober les cubes de céleri blanchi, du maïs frais blanchi lui aussi, des marrons coupés et de la moutarde de Crémone, une spécialité italienne. Ce sont des fruits qui sont confits dans un sirop avec de la poudre de moutarde. Ce qui est intéressant dans le gibier, c'est le côté sucré-salé aussi. Et donc, c'est ce qui m'a apporté un petit peu de sucre.
Au bout de 10 minutes, le lièvre est sorti du four et maintenu encore 15 minutes dans l'argile pour parfaire sa cuisson. Temps mis à profit pour finaliser la sauce gibier qui, réduite, est enrichie de foie gras. Bon, du beurre fera tout aussi bien l'affaire, de façon à l'adoucir. Parfait. Quelques belles tranches de brioche toastées et parées pour un dressage qui en impose. Elles sont garnies des petits légumes aigres doux au mascarpone. Des bonnes tartines, ça. Et c'est parti pour casser la croûte. Moi, ce que je recommande, c'est que vous présentez à vos invités le plat, vous mettez bien au milieu de la table, et vous comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et vous cassez. Alors, ça peut être avec un marteau, ça peut être avec une louche. Et donc là, on voit le rabe qui est cuit. Et donc là, je coupe mon rable en 4 belles aiguillettes. Les toasts parsemés de ciboulettes sont déposés à côté des aiguillettes et la viande arrosée de sauce gibier. Enfin, une petite pointe de cacao finit d'habiller l'assiette. Donc là, vous avez tout le côté moelleux du lièvre, le côté soyeux, velours. Et là, vous avez cette garniture qui est quand même croquante et ce côté croustillant avec ce petit os de brioche qui remplace le pain en fin de compte. Merci beaucoup Frédéric, cela met l'eau à la bouche et ça en impose. Alors si la viande faisandée ne semble plus tout à fait au goût du jour, le gibier n'en est pas moins apprécié. Et si vous ne pratiquez pas la chasse, vous pourrez quand même en cuisiner. Reste à trouver le bon boucher ou volailler. Ah ben voilà, c'est déjà la fin de nos carnets. Cela dit, aujourd'hui, c'est près de 1000 km au compteur entre les Vosges, la Provence, l'Aquitaine. Mais rassurez-vous, Micheline tient le choc et on sera là la semaine prochaine. En attendant, passez comme tous nos amis du temps en cuisine, créez, inventez et surtout n'hésitez pas à refaire ces plats qui racontent le terroir et l'amour des cuisiniers pour les bonnes choses. Allez, à très vite pour de prochains carnets.